Bon, le chapitre, il nous reste uniquement deux chapitres. Le chapitre 8, ok, et le chapitre 9. La séance prochaine, on va essayer de terminer le chapitre 8 ou bien commencer le chapitre 9. Et je vais vous envoyer deux anciens examens finaux, ok, pour vous pratiquer. Ce sera la même chose pour votre prochain examen. Bon, je commence tout de suite. La société en nom collectif. Un petit rappel, comme vous le savez, il y a les entreprises de services, comptables, garderies, chauffeurs de taxi, et les entreprises commerciales, boucherie, pâtisserie, de transport, et les entreprises de transformation, les manufactures qui font du lait, transforment le lait, transforment les tomates en sauce, transformation agroalimentaire, transformation des fruits de mer, comme on dit, etc. La société en nom collectif, qu'est-ce que ça veut dire? OK. On commence par l'entreprise individuelle. Et l'entreprise individuelle, comme on a vu dans la fiscalité, Gomez, Omar, c'était quelqu'un qui fait, je crois, il fait le développement informatique, et son épouse, elle fait elle offre des services de garde pour enfants. González, elle est tout seul dans une entreprise individuelle, ce qu'on appelle personne physique. Si par exemple, M. González désire rester dans la forme de personne et ajouter une autre personne, par exemple, ajouter M. Al-Idrissi. Dans ce cas-là, il faut que González ferme l'entreprise individuelle. Lui et moi, nous allons créer une entreprise qu'on va appeler société en nom collectif. Société en nom collectif, qui est une partie de société de personnes. Il y a société individuelle, là où il y a une seule personne physique. Il y a société en nom, société de personnes, il y a plus qu'une seule personne. Il y a certaines formes, parmi ces formes-là, on trouve société en nom collectif, société en commodité simple, SCS, SNC, etc. Quelles sont les caractéristiques? C'est que moi et M. González, on est solidairement responsables. Si González contracte un prêt, il ne peut pas le payer, ben moi je suis concerné. Donc je dois payer à sa place. Si on ne peut pas, ben l'administration fiscale ou bien le créancier va aller chercher nos biens personnels. Donc il n'y a pas une séparation entre les biens personnels et les dettes de l'entreprise. D'accord? Autre chose, c'est que à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on va faire? On va dégager le bénéfice ou la perte et on va répartir ce bénéfice selon le pourcentage et la part de la participation dans la SNC. Par exemple, au départ, moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai ordinateur, j'ai bureau, j'ai voiture. J'ai valorisé mon apport, j'ai trouvé que c'est 15 000 $. D'accord? 15 000 $. Monsieur González, il a de l'argent, donc il a ramené. Attendez, je vais prendre Excel, comme ça vous allez voir comment on fait. Ça sera pas long. Donc, supposons par exemple, moi, là, A au B, moi, A au B. Donc, ça, c'est apport à la société en nom collectif, SNC. Je vais apporter 15 000. D'accord? 15 000, c'est ordinateur, plus bureau, plus auto. Monsieur González, il a
apporté 35 000. D'accord? 35 000. Très bien. Maintenant, part en pourcentage. Quelle est la part de chacun dans le total des capitaux propres? D'accord? Donc, ça, c'est capitaux propres. Donc, capitaux propres. Donc, le total, c'est 5 000. Moi, ma part dans les 50 000, pardon, dans les 50 000, c'est 15 000 divisé par 50 000 pour le pourcentage. C'est 30%. D'accord? Le reste, bien sûr, le reste, c'est 70%. Okay. Celui-là, par celui-là, 70. D'accord? Donc, on a 100%. 100%. D'accord? Ça, c'est donc, il a ramené ça, il a déposé un chèque. Donc, chèque, il a ramené un chèque déposé à la banque. Déposé à la banque. D'accord? Donc, supposons, recettes, dépenses. D'accord? Dépenses, recettes. Très bien. Dépenses, recettes. Les recettes, c'est 85 000. Les dépenses, c'est, on va dire, 42 500. Ça, c'est le bénéfice. Le bénéfice, c'est recettes moins les dépenses, c'est 42 500. D'accord? Maintenant, j'ai A au B, j'ai Gonzalez. D'accord? J'ai Gonzalez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer la part de chacun dans le bénéfice dégagé. D'accord? Dans le bénéfice dégagé. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Ici, j'ai ma part, elle est de combien? Elle est de 30%. Donc, part, c'est 30%. Gonzalez, sa part dans les capitaux propres, c'est 70%. Donc, part dans les capitaux propres, c'est 70%. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous avons 42 500 $ multiplié par 30%. D'accord? Gonzalez, c'est 42 500 $. Ça, c'est une question de l'examen. C'est comme ça. C'est facile, mais c'est comme ça. On ne peut pas compliquer les choses. Donc, le bénéfice pour chacun égale le bénéfice dégagé multiplié par le pourcentage de la part de chaque associé dans les capitaux propres. D'accord? Donc, j'ai ici 42 500 multiplié par 60%. Et ça, c'est le total de ces deux-là. Donc, ça, c'est bénéfice distribué proportionnellement aux parts, on dit ça aux parts sociales, c'est-à-dire le pourcentage dans les capitaux propres. D'accord? Ma question est la suivante. Qu'est-ce que A ou B va faire avec 12 750 et Gonzalez, qu'est-ce qu'il va faire avec 29 750? Donc, ici une seconde. Donc, les sociétés en nom collectif, quels sont les avantages? Les avantages, c'est la simplicité de la création. OK?
c'est la simplicité de la création, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est pas cher. Chacun, il sait le partage, etc. Mais le problème, et aussi, il n'y a pas les frais pour la préparation des états financiers. Il n'y a pas d'états financiers pour le nom collectif. Donc, chacun va faire sa déclaration personnelle et ça part dans les parts sociales et ça ne coûte pas cher. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de paperasse. Par contre, les associés sont solidaires pour tous les engagements de la société, peu importe qui les a engagés. D'accord? Et quand on a un problème dans la société et la société elle est dissoute après la faillite, ben, là, les autres associés sont par conséquent aussi sont dans la faillite. D'accord? Je vais vous laisser tout ça pour le lire. Donc, l'association collective est un regroupement de plusieurs personnes appelées associés qui décident de mettre en commun leurs ressources matérielles, financières, ainsi que leur expertise dans le but de tirer des bénéfices en exploitant une entreprise. Donc, déclaration d'immatriculation doit être transmise normalement, tout se fait en ligne. Donc, vous allez au portail de registraire des entreprises et vous allez créer votre société, qu'elle soit individuelle, de personnes ou incorporée. D'accord? Il y a aussi des règles sur le nom que va porter l'entreprise selon la loi sur la publicité légale des entreprises. Les renseignements qu'il faut fournir, la forme juridique de la société de personnes, le nom et l'adresse des signataires de la demande, etc. L'adresse de chaque personne ou associée. C'est quoi l'objet de la création de l'entreprise, adresse de chaque associé, de chaque administrateur, de chaque dirigeant. Maintenant, on arrive à ce qui est le plus important. Ce que je vous ai montré, c'est de la lecture, vous pouvez le faire après. Le partage des bénéfices et des pertes. Si on dégage une perte, on va se la partager. Si on réalise un bénéfice, on va tous se partager ce bénéfice. Selon le Code civil, les articles 2201, 2202, 2203, qu'est-ce qu'elle dit? La participation au bénéfice d'une société emporte l'obligation de partager les pertes. C'est tout à fait normal. Comme les gens aiment se partager le bien, ben, il faut qu'on se partage aussi le pire. Okay? Donc, les pertes. La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale s'il n'est pas déterminé par le contrat. C'est très important. Regardez, si par exemple, je vous dis dans un exemple, on a réalisé un bénéfice de 1 000 $, mais dans le contrat, on n'a pas indiqué la part de chacun. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bénéfice divisé par la part égale entre les associés. D'accord? Donc, si nous avons 1000 et on est 5 associés, donc chacun va prendre 200 $. Si le contrat ne détermine pas la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes estimées à ce présumé faites pour les 3 cas dont on a parlé. La stipulation qui exclut un associé de la participation aux bénéfices de la société est sans effet. Si jamais, dans le contrat, on indique que tel associé ne va pas prendre sa part du bénéfice ou de la perte, elle est frappée par la nullité, comme on dit en termes de droit. D'accord?
Donc, c'est ça. Si le contrat indique la part de chacun dans les parts sociales, donc on va appliquer le taux. Si rien n'a été indiqué, on va prendre le bénéfice et on va le partager à part égale entre le nombre des associés. D'accord?